Bon, depuis l'épisode sur les crises économiques, vous avez été beaucoup à me demander qu'on aborde les différentes manières de tirer profit de ces périodes turbulentes de marché. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire dans ce podcast, c'est que l'économie pure, pour 99% des gens, ça sert à rien. Genre oui, c'est cool de savoir ce que c'est l'inflation, de savoir ce que c'est une crise, mais l'objectif de Investia, c'est de comprendre les gros fondamentaux, les gros socles économiques et financiers pour essayer de les implémenter dans une stratégie d'investissement et pour essayer d'en tirer profit financièrement. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de regarder comment tirer profit d'une crise économique, qu'elle soit en préparation, qu'elle soit en cours ou qu'elle soit presque terminée. Comme d'habitude, je vous invite à mettre les 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Je vous rappelle que sur Spotify, sur Deezer, Apple Podcast sûrement, mais je sais moins, j'écoute tous mes podcasts sur Spotify. Vous pouvez vous mettre vous pouvez ajuster la vitesse soit en l'augmentant, soit en la diminuant en fonction de ce qui vous plaît le plus. Moi, je sais que pour la plupart des podcasts, j'aime bien me mettre entre x1,2 et x1,4. C'est un petit peu plus agréable, ça va plus vite, etc. C'est parti. Comment tirer profit et comment sortir gagnant d'une crise économique? Pour rappel, si certains d'entre vous n'ont pas vu l'épisode précédent, une crise économique, c'est un ralentissement de l'activité économique provoqué par une baisse de la production. Ce ralentissement, il engendre une diminution du niveau de vie des membres de la société, que l'on mesure avec le fameux produit intérieur brut, le PIB. Donc une crise économique, c'est une stagnation, voire un ralentissement de la croissance du PIB. D'accord ? C'est pas forcément négatif, c'est une diminution de la croissance. La courbe de hausse est plus faible. Alors je vous rassure, on n'a pas dit que ça pendant les 23 minutes d'épisode, mais c'est l'élément à retenir ici. L'autre élément à comprendre, c'est qu'une crise, elle s'inscrit plus globalement dans un cycle économique qui a tendance à se répéter. Donc oui, on passera forcément par une phase de crise plus ou moins importante dans notre parcours d'investisseur, c'est certain. D'où l'épisode du jour. Bah ouais les potes, elle est réfléchie la ligne édito du podcast. Vous croyez quoi ? Vous croyez qu'on fait les choses à moitié ? Pour tirer profit d'une crise, d'une récession, d'une baisse des marchés, etc., il y a certaines bonnes pratiques à garder en tête, peu importe la période dans laquelle on se trouve. Donc on va découper cet épisode en deux parties, le moment de l'avant-crise, puis pendant la crise avec une sélection d'actifs pertinents. Notre boule de cristal, qui fonctionne bizarrement très bien aujourd'hui, nous indique que pour l'instant tout va bien. Du coup, qu'est-ce qu'on fait en amont de ce qui arrive ? Peu importe la période de marché, vous devez avoir une stratégie qui est claire et qui est définie. C'est toujours pareil, et vraiment, désolé, mais je vais vous saouler avec ça, mais vous devez absolument connaître votre profil d'investisseur, c'est ultra important. Et je pense qu'on fera un épisode dédié à cette notion avec pour objectif qu'à la fin, vous sachiez où vous vous placez. Mais en gros, si vous ne connaissez pas votre profil, vous ne pouvez pas mettre en place une stratégie qui vous correspond avec des objectifs qui vous sont propres et une gestion de risque adaptée. Donc déjà, pour tout ce qui touche à la mise en place de la stratégie, je vous invite à écouter l'épisode sur comment j'investirais 10 000 € pour générer 10% par an. Ensuite, pour tirer profit d'une crise économique, vous devez avoir une vision long terme, de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans sur votre horizon d'investissement. En fait, le fait d'être sur un horizon de temps qui est plus long, ça va vous permettre d'être moins impacté émotionnellement quand les turbulences vont arriver. Si vous avez un biais court terme, vous allez globalement faire n'importe quoi et vous serez guidé par une émotion qui est vraiment très nulle en investissement. Genre, elle fait partie de ces gens qui font du trading mais qui sont jamais gagnants. Cette émotion, c'est la peur. Si c'est elle qui vous guide, vous êtes sûr et certain que la crise, elle va vous rouler dessus. Et vous n'aurez pas réussi à tirer parti des opportunités. Alors que si vous avez une stratégie, une vision long terme, si le marché baisse et que tout le monde panique, vous ne vous occuperez même pas des fluctuations et du bruit qu'il y a autour. Au contraire, ça vous ferait une raison de plus d'acheter pour trouver les meilleures opportunités. Une autre notion très importante que l'on entend souvent quand on parle d'investissement, et notamment quand on parle de crise, c'est il faut diversifier son portefeuille, la diversification c'est la clé, blablabla. Vous serez moins impacté s'il y a une baisse des marchés, etc. Si l'or baisse mais que tu as des actions, tu vas pouvoir quand même avoir un portefeuille qui est antifragile, etc. Pour ça, je suis d'accord, mais pas entièrement. Oui, la diversification est très importante. Si vous êtes investi en actions, en obligations long terme et en matières premières comme l'or, vous avez un portefeuille qui globalement pourra encaisser des turbulences, puisque c'est l'objectif de l'or. Mais ce portefeuille, il peut aussi performer quand tout va bien, puisque vous avez une partie en actions, une partie en ETF, etc. Ok. Le problème, c'est que la diversification, elle est souvent assez mal comprise.
et elle ne s'adresse pas à tout le monde. Elle est souvent confondue avec le terme d'allocation, qui sont deux choses bien différentes. Je peux très bien avoir une très bonne allocation en crypto, avec des jetons à grosse, moyenne et faible capitalisation, sauf que la crypto représenterait 80% de mon patrimoine total. Dans ce cas, j'ai une bonne allocation, j'ai une bonne sélection de crypto, mais je ne suis pas diversifié. Tout simplement parce que si les cryptos baissent, mon portefeuille baisse, c'est tout. Il n'y a pas une crypto qui va baisser plus qu'une autre, enfin si, mais globalement, c'est quand même extrêmement corrélé puisque c'est à l'intérieur d'un même marché. Et ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que la diversification, c'est pas la solution à tout. Ici, avoir 80% en crypto peut très bien faire partie de ma stratégie. Encore une fois, ça dépend de votre profil, et de vos objectifs, et de votre niveau d'investissement. Si vous débutez avec 100 € par mois à investir, ça sert à rien de vouloir diversifier en suivant la lettre les conseils que vous avez vus sur internet, de mettre 5 € par-ci, 10 € par-là, et de vous retrouver avec 10-15 lignes qui n'ont aucun sens. Et pour être honnête, c'est pas ce qui va avoir un gros impact à long terme sur votre stratégie. Vous allez plus vous faire chier qu'autre chose, en fait. Dans ce cas bien précis, il vaut mieux concentrer vos investissements sur un seul actif que vous connaissez très bien, comme je sais pas, un ETF S&P 500 par exemple, pour vous exposer au marché américain. Donc oui, la diversification peut être pertinente, mais elle dépend de la situation de chacun et elle n'est pas la solution miracle en cas de crise. Pourtant, c'est ce qu'on voit partout. C'est sûr que si vous avez un portefeuille à plusieurs millions d'euros, vous pouvez facilement vous diversifier sur les marchés financiers, en immobilier, en investissement exotique, etc., pour essayer de trouver un équilibre qui vous correspond et pour être touché un petit peu moins par les fluctuations. Mais pour les plus petits capitaux, pour les gens plus jeunes, les gens qui débutent, peu importe, la stratégie, elle est différente. Vous n'êtes pas Warren Buffett. Je ne suis pas Warren Buffett. J'allais dire malheureusement, mais en fait, j'ai un peu la flemme d'avoir 75... Quel âge j'ai Warren Buffett? Il y a plus que 75 ans, il y a plus de 80, je crois. Bref. Donc j'ai fait cette petite parenthèse pour quand même vous montrer qu'il n'y a pas de stratégie bien définie pour tirer profit d'une crise économique. Je ne peux pas vous dire achetez de l'or, attendez, une fois que vous voyez tel indicateur qui remonte, achetez des actions, attendez, revendez. Non, ça marche pas comme ça. Tout est... En investissement, rien n'est si cloisonné. C'est toujours très personnalisé. Par contre, il y a bel et bien des actifs et des classes d'actifs qui sont plus pertinentes que d'autres dans les crises économiques. Et des moyens intéressants pour identifier les opportunités. Mais avant d'y arriver, vous devez quand même comprendre une chose. Le cash que vous aurez de disponible en période de crise dépend directement des opportunités que vous pourrez saisir. En fait, pendant les crises économiques, dans ce genre de moment, on dit que le cash, c'est le roi. Cash is king. Il faut avoir de l'argent liquide disponible rapidement si vous voulez être réactif. Donc quand tout va bien avant la crise, essayez de vous focaliser sur le remboursement de vos dettes court terme, les crédits voitures, les crédits conso, etc. Ça va vous permettre d'être plus à l'aise financièrement si vous êtes directement touché par la crise. Mais surtout, ça va vous permettre d'avoir plus de cash à mobiliser quand le moment viendra. C'est pas dur à comprendre qu'il faut du cash pendant une crise. Pourquoi ? Imaginez que l'économie est au ralenti. Qu'est-ce qu'elles vont faire les entreprises ? Elles vont baisser leurs prix. L'immobilier va baisser parce qu'il n'y a plus d'acheteurs. Les taux d'intérêt vont baisser. Donc on aura plus la possibilité de faire des prêts. Mais qui pourra faire des prêts ? Ceux qui pourront mettre des apports. Et qui pourra mettre des apports ? Les gens qui auront du cash. Parce qu'il y aura moins de cash. Dans les crises économiques, il y a moins de cash disponible. Et ceux qui en ont sont les rois, littéralement. Dans toutes les crises que l'on a connues à travers l'histoire, ceux qui en ressortent plus riches, qui en ressortent gagnants, c'est ceux qui avaient de l'argent disponible à ce moment-là, c'est sûr et certain. Après, on ne vit pas dans un monde parfait. Je sais que c'est compliqué pour certains profils de ne pas dépendre des prêts, de réussir à mettre de côté. Je vous expose simplement la stratégie optimale à faire, à mon sens, pour profiter des périodes incertaines. Après, libre à vous d'appliquer ce qui vous correspond. Donc après, concrètement, ça veut dire quoi, mettre du cash de côté ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut, par exemple, mettre 200 € par mois sur son livret A en attendant une crise et tout réinvestir ? Est-ce que ça veut dire qu'avant la crise, il faut essayer de vendre ses actions pour avoir de la liquidité ? J'ai envie de vous dire que ça dépend. Mais bon, vu que ça dépend, c'est pas très intéressant comme réponse, j'ai envie de vous dire que vous devez tout faire pour avoir la possibilité, dans les périodes de crise, d'avoir des liquidités disponibles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit vous avez, entre guillemets, économisé du cash, c'est-à-dire que vous avez, mis de l'argent de côté, que vous avez mis par exemple dans de l'or et que vous avez de disponible, ou que vous avez mis dans un PEA, ou peu importe. Vous avez du cash de disponible que vous pouvez retirer rapidement, et quand on peut le retirer, l'avoir accès rapidement, on dit qu'il est liquide. Si on parle par exemple d'une maison, ou de l'immobilier, où ça met vraiment par exemple 6 mois, 1 an, 2 ans à vendre, c'est pas liquide, on peut pas le vendre comme on le veut, donc ayez des investissements et des
possibilité de retirer votre cash pour pouvoir le réallouer dans les opportunités d'investissement et essayer de trouver une façon pour que l'argent que vous ayez économisé ne perde pas beaucoup de sa valeur avant la crise. Parce qu'en fait, la crise, elle vient, elle te ronge, elle te lime ton argent et tes investissements. Donc une bonne façon, c'est d'essayer de se diversifier, de trouver des actifs qui sont dits antifragiles et d'avoir, grâce à ces actifs, la moindre perte de valeur possible pour avoir de la liquidité disponible pour profiter de la crise. En gros, il faut gérer la descente et une fois qu'on est en bas, avoir la possibilité d'optimiser la descente. C'est ça. C'est comme ça qu'on gère une crise. Ma boule de cristal, actuellement, elle m'indique que la croissance mondiale va ralentir et que de nombreux pays vont rentrer en récession. Comme par exemple la France. Malheureusement, on a une tension en ce moment sur les marchés. On a des grosses dettes, il y a une menace de récession, donc de crise financière. La récession, elle est déclenchée par une crise financière, par un crash boursier. Et tout ça va être répercuté sur l'économie réelle. Donc on y est. C'est le moment de passer à l'action et de mobiliser tout son cash qu'on a disponible. On est au fin fond de la crise, imaginons. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on peut identifier une chose importante. Acheter les dips, les creux de marché, est l'une des stratégies les plus inconfortables qui soient, mais les plus rentables. Personne n'a envie d'acheter un marché qui ne fait que de baisser ou qui a baissé. Personne n'avait envie de racheter la crise de 2008. Personne n'avait envie de racheter la crise Covid. C'est désagréable, c'est inconfortable. C'est très dur mentalement. Parce qu'en fait, on ne sait pas si ça va aller plus bas. Pourtant, ça paye. Donc l'une des choses à faire, c'est vraiment de garder cette idée d'acheter les baisses en allant identifier les secteurs les plus solides qui sont décotés. Ça peut être les sociétés tech, ça peut être les sociétés financières, l'industrie, ça va vraiment dépendre de la crise à laquelle on fait face. Si on a une crise des banques, on peut regarder du côté de la technologie. Est-ce que ce marché en particulier est aussi impacté? Est-ce qu'il est décoté? C'est-à-dire, est-ce qu'il est sous-évalué? Si oui, est-ce que les fondamentaux des entreprises qui le composent ont changé? Est-ce que les choses sont vraiment différentes par rapport à une situation stable? Sinon, vous venez d'identifier un secteur solide qui présente potentiellement une excellente opportunité parce qu'il a pas bénéficié, c'est pas le bon mot, parce qu'il s'est mangé les répercussions d'une crise mondiale, mais que lui, il est encore en croissance, et donc on dit qu'il est sous-évalué. D'accord? En amont, vous avez préparé du cash. On pourra revenir d'ailleurs sur comment préparer du cash. Trop d'idées de podcast. Du coup, vous allez pouvoir appliquer votre stratégie d'achat pour profiter de prix intéressants. Quand une crise se présente, le marché action est généralement l'un des plus touchés. C'est plutôt logique parce qu'une crise survient après un ralentissement de l'activité économique. Entre octobre 2007 et mars 2009, pendant la crise des subprimes, la majorité des marchés ont connu leurs pires résultats. Moins 55% sur le S&P 500, moins 53% sur le Nasdaq, 58% sur le CAC 40, 60% pour le marché européen, enfin bref, c'était la foire, hein, c'était terrible. Et pourtant, ces baisses, elles représentaient des vraies opportunités à long terme. Depuis sa chute de 55% du S&P 500, il a fait 400% de performance jusqu'au top en février 2020, avant la crise Covid. Le Nasdaq, il a fait 750%. Le CAC 40, il a fait 140%. Évidemment, c'est impossible d'acheter le bas parfait pour revendre au plus haut juste avant une autre crise, mais par contre, si vous avez déjà un DCA mensuel en place sur le S&P 500, c'est-à-dire si vous achetez à intervalles réguliers tous les mois la même montant et la même allocation sur le S&P 500, il peut être pertinent d'investir un petit peu plus en période de baisse pour profiter des prix à rabais. Pour illustrer ça, on peut prendre deux mecs. Le premier, il a un DCA. Alors quand je dis DCA, pour ceux qui sont moins familiers, c'est très utilisé en crypto, ça veut dire Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire en gros le fait d'allouer la même somme à la même intervalle de temps. Par exemple, allouer 10 € sur le S&P 500 tous les dimanches. Je fais le DCA le S&P 500. Donc le premier, il a un DCA sur 5 ans, entre janvier 2019 et décembre 2023, dans lequel il va investir tous les mois le S&P 500 pour un total de 10 000 € à la fin de la période. Ok ? Ça fait en gros 166 € par mois. Le deuxième, il a la même stratégie. Par contre, dès que le marché baisse de 10% minimum, il dit, ok, dès que ça baisse de 10%, j'investis 500 € de plus. Une baisse de 10%, c'est considéré comme une correction qui commence à être assez importante sur les marchés traditionnels. Mais globalement, je vais vous épargner les calculs. Le premier, il a un prix d'achat moyen qui est de 3 598 € à la fin 2023. D'accord ? C'est son prix d'achat de la valeur du S&P 500. Et le second, en ayant sa stratégie qui est basée sur une optimisation
et un réinvestissement des corrections. Donc en gros, j'ai mes 10 000 euros, mais je fais ma stratégie que j'alloue tous les mois. Par contre, s'il y a une correction de 10%, je remets 500 euros dessus, je rachète la correction. Il a un prix d'achat moyen, ce deuxième, de 3 029 euros, contre 3 590 pour le premier. Donc on voit bien que investir plus massivement en période de baisse est rentable à long terme. Du coup, imaginez quand le marché est frappé par une récession. Vous ne pourrez jamais acheter pile au moment le plus bas, mais vous pouvez vous dire, ok, à partir du moment où ça baisse de 15-20%, j'achète plus. Et vous pouvez optimiser vos stratégies en ayant une stratégie par exemple pour 10%, 15%, 20%, etc. Vous pouvez garder votre stratégie initiale si les conditions de marché se prêtent toujours, mais vous pouvez l'optimiser quand vous considérez que c'est opportun. Par contre, évidemment, prenez toujours 5 minutes pour identifier les causes de la baisse avant d'acheter, entre guillemets, bêtement. Si les fondamentaux de l'actif n'ont pas changé, c'est ok, mais si par exemple, je sais pas, ChatGPT, on voit que la moitié des serveurs ont brûlé, bon, c'est peut-être pas le plus optimal de racheter la correction de 20% sur l'actif, même si ChatGPT n'a pas d'actif. Mais bref, vous avez compris. Marche pour Tesla, les usines Tesla qui brûlent. Ensuite, vous avez fait ça, donc en gros, vous avez travaillé votre stratégie de rachat des corrections, qui est extrêmement importante. Genre vraiment, il faudrait que je fasse des études sur ça, sur une stratégie qui se base uniquement sur les rachats de corrections. C'est-à-dire que la plupart du temps, on ne fait rien, mais dès qu'on a une correction, on rentre de manière très agressive. Il faudrait que je fasse des études là-dessus. Je suis quasiment sûr que genre la différence de retour sur investissement est énorme. Ensuite, vous allez devoir connaître les secteurs qu'on appelle défensifs. La santé, les biens de consommation et même l'énergie sont en général plus solides quand il y a des turbulences. Les agents économiques vont réduire leurs dépenses, mais bon, il faut toujours se soigner, il faut toujours manger, etc. Pendant par exemple l'éclatement de la bulle Internet dans les années 2000, s'il y en a qui étaient, moi j'y étais pas, le secteur de la santé a fait une performance de 0,29%, contre 22% pour la technologie et 26% pour le secteur de la communication et de l'information. Pendant la crise sanitaire, entre février et avril 2020, la santé a fait une performance de 1,2% contre moins 20% pour l'industrie et moins 4% pour la technologie. C'est des secteurs qui sont nécessaires à l'homme, peu importe la période de marché. C'est pas parce qu'on est en crise dans le secteur technologique que tout le monde va réduire la quantité de ses repas ou arrêter de se soigner. Donc, les secteurs dits défensifs sont plus résilients en cas de crise et en cas d'incertitude. Ça peut être pertinent d'identifier les secteurs innovants aussi, qui vont être probablement importants demain. Comme pour cet épisode, on imagine être en crise, j'aurais tendance à regarder du côté de l'IA, l'intelligence artificielle, s'il n'y a pas des acteurs de marché solides qui ont subi une décote. Parce qu'en fait, c'est un marché en croissance absolument énorme, et il va juste se manger une turbulence, mais c'est sûr que cette turbulence va être rachetée. Vous voyez ce que je veux dire? La croissance va largement compenser la turbulence à court terme, contrairement à certains autres endroits où la turbulence peut quand même largement endommager une croissance qui était potentiellement plus faible. Mais pour ce genre de secteur comme l'IA, ouais, c'est pertinent quand même. Et quand on sait que l'IA est prévue pour être évaluée à 15,7 billions de dollars d'ici 2030, on a une jolie marge de progression. Je suis pas en train de vous dire de foncer sur les entreprises IA. Attention, vous devez seulement comprendre la logique derrière tout ça. En période de crise, c'est son esprit d'investisseur qu'il faut essayer de travailler. Il faut essayer d'être agile. Être agile, mais sans forcément sauter sur toutes les occasions qui se présentent. On est là pour profiter des opportunités, oui, mais toujours en accord avec notre profil et avec notre stratégie. Jusqu'à maintenant, on était sur des investissements intangibles, virtuels, qu'on ne peut pas vraiment toucher. Donc pour ceux qui préfèrent les secteurs un peu plus tangibles, vous pouvez regarder du côté de l'immobilier. Est-ce que l'immobilier a baissé? Est-ce qu'il est touché par la crise? Est-ce qu'il n'y a pas un petit coup à jouer? À long terme, l'immobilier, c'est une bonne source de diversification. Enfin, c'est sûr et certain. L'immobilier, même si c'est pas liquide ou quoi que ce soit, le calcul est très facile. On est prévu pour être, je sais pas combien de milliards en 2050. À un moment, les maisons et les endroits pour se loger vont prendre de la valeur parce qu'il y aura plus de demandes que d'offres. C'est classique. On peut aller plus loin, évidemment, avec des fluctuations court terme, mais sur du long terme, l'immobilier reste immobilier. Avec le crédit bancaire, l'immobilier, c'est une très bonne source d'enrichissement. En 2001, pendant la bulle des dot-com, c'est 8,7% de hausse sur la même période que la tech qu'on a vu juste avant, qui a fait moins 22%. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'immobilier a agi comme un actif qui protège le capital. Il n'a pas perdu de valeur quand la majorité des actifs étaient baissiers.
Un contre-exemple, ça pourrait être celui du Covid par contre. C'est-à-dire que de février à avril 2020, le secteur il a perdu 21%. Donc là, on parle clairement pas d'un actif refuge, il n'a rien protégé du tout. Par contre, après une baisse aussi brutale, bah, c'est potentiellement le temps de s'y intéresser. Est-ce qu'il n'y a pas des offres intéressantes? Est-ce que les taux sont bas? Est-ce qu'on n'a pas des particuliers, des professionnels qui sont contraints de vendre rapidement? Je sais, c'est dur de se dire que je vais racheter l'entrepôt ou les bureaux d'une entreprise qui met les clés sous la porte à cause du Covid, mais j'ai envie de vous dire que chacun gère sa façon d'investir comme il le souhaite et que ça a malheureusement ou pas toujours fonctionné comme ça. Il faut vraiment comprendre qu'en soi, chaque secteur peut être pertinent si ses fondamentaux sont toujours les mêmes. Tout va vraiment dépendre de la situation dans laquelle on se trouve et du type de crise. Si c'est une crise bancaire avec plusieurs banques qui font faillite, on va pas forcément investir dans le secteur tout de suite. Par contre, on peut très bien se tenir informé pour identifier les moments où ça se stabilise, pour, pourquoi pas, envisager d'investir. C'est vraiment propre à chacun. Mais si vous voulez tirer profit d'une crise, d'un moment de panique ou quoi que ce soit, vous devez identifier les secteurs où il y a de la traction de marché et qui ont subi une décote, tout simplement. Si l'actif en lui-même est toujours le même, alors c'est potentiellement une opportunité intéressante. Bon, c'est bien tout ça, mais on n'a pas encore parlé des secteurs qui ont la capacité de protéger le capital en période d'incertitude, les fameuses valeurs refuges. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Déjà, on ne peut pas passer à côté du grand classique, l'or, et plus largement les métaux précieux. L'or, c'est un actif par excellence. L'or, c'est l'actif par excellence perçu par la majorité des investisseurs comme un très très bon moyen de se protéger des crises, de l'inflation, de la dévaluation de la monnaie, etc. En 2010, après la crise des subprimes, l'or a fait 38% de hausse. En 2005, après la bulle d'Internet, l'or a fait 35% de hausse. Et je ne parle pas de ses performances actuelles qui sont extrêmement intéressantes, avec un actif qui est à son prix le plus haut jamais atteint. J'ai fait un épisode complet sur l'or si vous voulez faire un petit tour. En plus de l'or, il y a aussi l'argent et les devises étrangères, comme le franc suisse notamment, qui sont perçus comme des actifs protecteurs. Le franc suisse est l'une des monnaies les plus stables du monde. La stabilité économique de la Suisse rassure les investisseurs qui ont plus confiance en cette monnaie qu'une autre. C'est un actif sécuritaire à faible risque qui permet même potentiellement de se protéger contre l'inflation. Je vous invite à regarder la courbe du franc suisse contre l'euro sur 5 ans. Vous tapez CHF/euro sur Google et vous verrez que la tendance, elle est plutôt sympa. Ça veut dire que l'euro perd de la valeur face à la monnaie suisse chaque année. Alors attention, petite parallèle sur le franc suisse, mais l'inconvénient du franc suisse, c'est que, vu que c'est un petit pays tout de même, c'est un marché qui est un peu moins liquide. Mais bon, j'ai envie de vous dire que tant que vous n'avez pas un portefeuille à 6 ou 7 chiffres, ça ne devrait pas trop vous poser de problème. Historiquement, on a aussi les obligations d'État qui surperforment les actions quand les marchés baissent. Une obligation d'État, c'est un titre de créance émis par un gouvernement pour financer ses activités ou rembourser sa dette. En gros, vous prêtez de l'argent à ce gouvernement en échange de paiements d'intérêts réguliers et du remboursement de votre capital à la date d'échéance. C'est un actif qui est sécuritaire, qui offre un rendement fixe, généralement plus faible, aux alentours des 2-3%. Alors attention, oui, vous prêtez de l'argent à un État. Donc, normalement, voilà, l'État, le gouvernement devrait vous rembourser. Mais attention, on voit des histoires de, par exemple, les obligations françaises qui sont en train de perdre leur valeur, de perdre leur intensité, les obligations allemandes. Les obligations américaines sur le dollar sont encore assez safe, parce qu'on parle quand même du dollar qui est la monnaie mondiale. Donc voilà, sur les prochaines années, ça devrait être ok, mais c'est pas non plus à risque zéro. C'est ça que je veux vous dire. Donc en période de crise, on voit très souvent des rotations de liquidité des actifs à risque, donc des actions, vers des actifs moins risqués, comme les obligations. Les obligations des États-Unis et de la Suisse font partie des plus sûres dans le monde. Et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que pendant les crises économiques, c'est globalement la même chose qui se passe. C'est un peu toujours pareil. On a des actifs à risque qui perdent de leur valeur et les gens ont moins confiance, plus moins de liquidité, donc ils mettent leur argent dans ce qui peut les protéger, à savoir les actifs beaucoup moins mobiles, beaucoup plus rigides, beaucoup plus solides, vous voyez ce que je veux dire. Sauf que, attention, si on suit le courant et qu'on descend la rivière, on peut se retrouver à
un peu faire tout en même temps, voire un peu après tout le monde, et au final, ne pas tirer profit de la crise économique, parce que quand on va vendre nos actions, ça sera un petit peu trop tard, les actions auront déjà perdu de la valeur, pour racheter de l'or, qui sera le moment où on sera en plein milieu de la crise, et les gens qui ont de l'or vont le vendre pour avoir du cash. La temporalité est extrêmement... J'ai craché sur le micro, c'est terrible. La temporalité est extrêmement importante dans une crise économique, dans la gestion d'une crise économique. Vous devez faire les choses un petit peu avant tout le monde. Et c'est ça qui est compliqué. Sinon, ça serait trop facile. Et sinon, il n'y aurait pas de crise, en fait. Parce que tout le monde saurait comment réagir. C'est évident de dire vendez vos actifs et achetez de l'or. Par contre, vendez vos actifs au bon moment et achetez de l'or au bon moment pour le vendre au bon moment, là, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, on a déjà pas mal de pistes à explorer si on a une crise qui se présente. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que la majorité du travail est à faire avant cette période. Et ça passe toujours par les mêmes fondamentaux. Connaître son profil d'investisseur, avoir une stratégie, l'appliquer. C'est vrai que si vous avez du cash de côté, c'est pertinent de le déployer après avoir identifié les secteurs qui vous correspondent et pour lesquels vous avez un intérêt. Même si c'est extrêmement inconfortable de le faire, puisque vous entendrez partout que c'est la fin du monde. Vous connaissez peut-être l'expression, je vais me permettre un anglais, là c'est parti. Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful. Ayez peur quand les autres sont avides, et soyez avides quand les autres ont peur. Cette citation de Warren Buffett, qui a été reprise de Nathan Mayer Rothschild, un banquier anglais, elle est très simple, mais elle est très vraie. C'est dans les moments de peur que toutes les opportunités sont devenues nous. Et avoir des liquidités disponibles, c'est la meilleure solution pour en profiter. Maintenant, je sais qu'on n'a pas tous des liquidités à déployer si le moment se présente. Si c'est votre cas, vous pouvez adopter une stratégie très complexe, tellement dure que personne n'y pense vraiment. Ne faites rien. Ayez une vision de long terme et ne vous préoccupez pas des périodes de baisse, de récession, etc. Si vous êtes là pour investir sur 10 ans, ça vous sert à rien de perdre du temps à adopter la meilleure stratégie possible pour gagner 1% de plus sur une année. Et encore une fois, ça dépend de votre profil. C'est pour ça que le profil est si important. Vous voyez, si vous dites, je vais acheter du Bitcoin, du S&P, du MSCI, de l'or pour 20 ans, les crises, vous n'en avez rien à foutre. Si vous regardez l'historique des 50 dernières années, vous allez les voir les corrections, mais vous savez, ça va monter et on va avoir des petites mottes. Vous voyez, les petits trous dans les terrains de foot un peu nuls là, de district, ça va être ça. Donc c'est dur sur le moment, sur l'instant T, mais sur 50 ans, c'est inexistant. Et je sais qu'on veut tous toujours savoir comment réagir en cas de crise, comment profiter des opportunités, puisqu'on entend partout que c'est le meilleur moment, etc. La vérité, c'est que oui, il y a toujours d'excellentes opportunités, comme on vient de le voir, mais si vous voulez pas vous embêter, que vous êtes un investisseur passif, et il n'y a rien de mal à être un investisseur passif à long terme, coupez le bruit autour de vous et faites la tortue pendant cette période. Je suis en train de me dire que la conclusion du podcast, c'est faites la tortue. Mais bon, c'était en fonction de votre profil d'investisseur, évidemment. Conclusion de tout ça, créez votre profil d'investisseur, bossez la stratégie en amont. Si vous voulez faire des investissements propres, essayez aussi de comprendre le fonctionnement d'une crise économique. Qu'est-ce qui engendre une crise économique? Pourquoi la dette est problématique? Pourquoi l'inflation trop haute est problématique? Pourquoi l'inflation trop basse est problématique? Quelles sont les conséquences sur les prix des actifs et de quels actifs? C'est ça qui est très important. Mais en tout cas, il y a beaucoup de possibilités et de stratégies pas spécialement dures pour tirer parti et sortir gagnant d'une crise économique. C'était le VIG pour Investia. Merci beaucoup les potes. À bientôt.